Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes et comme chaque dimanche, nous allons revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Donald Trump a annoncé la sortie de l'accord de Paris sur le climat. Dans un discours prononcé à la Maison-Blanche, le président américain a estimé que l'heure était venue de quitter l'accord sur le climat conclu fin 2015 dans la capitale française. Après avoir longtemps entretenu le suspense, Donald Trump semblait avoir retrouvé les accents de sa campagne électorale. Nous ne voulons plus que les autres dirigeants et les autres pays se moquent de nous. Et ils vont arrêter. Ils vont arrêter. J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris. Le fait que l'accord de Paris paralyse les États-Unis tout en privilégiant certains des pays les plus pollueurs de la planète devrait dissiper le moindre doute sur les réelles motivations des lobbyistes étrangers pour maintenir les États-Unis pieds et poings liés par cet accord. Les États-Unis sont le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine et les conséquences sont ressenties dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique du Sud, où la ville du Cap vit sa pire sécheresse depuis 100 ans. Et pour économiser chaque goutte d'eau, les habitants doivent suivre des règles draconiennes, Olivier Weber. Le barrage de Tewaterskloof n'est plus qu'un vaste désert. Cette étendue habituellement remplie d'eau sert de réservoir pour la ville du Cap et ses 3 millions d'habitants. Mais plus de 2 ans d'une sécheresse hors norme ont conduit à ce désastre. Les réservoirs de la région du Cap sont secs à 80%. Dans les clubs nautiques, ces bouées qui ne flottent même plus révèlent l'étendue des dégâts. Cela fait 20 ans que je travaille ici et je n'ai jamais vu le niveau de l'eau aussi bas. La ville du Cap a déclaré l'état de catastrophe naturelle et mis en place de strictes restrictions d'eau. 100 litres par jour, c'est le maximum autorisé pour ses habitants. Ils peuvent seulement boire, cuisiner et faire le nettoyage de base. Selon les standards internationaux, le mécanisme optimal pour gérer une sécheresse, c'est de contrôler la demande. C'est ce que nous faisons. Mais ça ne veut pas dire que nous ne réfléchissons pas à notre approvisionnement. De bonnes précipitations ont touché la majeure partie de l'Afrique australe pendant l'été qui vient de s'achever. Au Cap, c'est en hiver que les pluies sont les plus fréquentes. Mais les experts craignent que les précipitations soient insuffisantes ces prochains mois. Il faut 3 bonnes années pour remplir à ras-bord un réservoir, particulièrement les gros. Il est donc peu probable que nos réservoirs se remplissent. La ville du Cap envisage de pomper les poches d'eau de ces montagnes et de construire 2 usines de dessalement d'eau de mer. Des solutions indispensables pour lutter contre les étés de plus en plus chauds et secs dus au changement climatique. Restons en Afrique du Sud, mais sur un tout autre chapitre. La publication des emails compromettants entre des membres du gouvernement et les Gupta. Ces échanges révèlent que les fluentes familles d'hommes d'affaires très proches de Jacob Zuma auraient bénéficié de pots de vin. Des centaines de millions de dollars auraient été versés par la compagnie ferroviaire publique dans le cadre d'un appel d'offres pour l'achat de locomotives. Au Nigeria, il y a 50 ans, jour pour jour, le Biafra a proclamé son indépendance. Une guerre civile de 3 ans s'en est suivie et une famine qui a fait 1 million de morts. Aujourd'hui, les régions du sud-est majoritairement peuplées d'Ibo se souviennent, à leur façon, de nombreuses villes étaient désertes. Des routes désertes, des commerces et des écoles fermées. Onitsha, dans l'état d'Anambra, est une des villes du sud-est du Nigeria qui a suivi le mot d'ordre des militants indépendantistes ce mardi pour marquer les 50 ans de l'indépendance. Ils avaient appelé les gens à rester chez eux. Habituellement noir de monde, ce marché est aujourd'hui désert. Les sentiments séparatistes persistent dans la région, majoritairement peuplée d'Igbo. Nous commémorons ceux qui ont perdu la vie. On ne travaille pas. Je suis allé à mon commerce, mais tout est fermé. Rester à la maison est une méthode plus pacifique de protester. Pas de violence, pas de harcèlement. Le Biafra est un esprit, il est dans nos cœurs.
La police nigériane a dénoncé la semaine dernière les fermetures de marchés et a averti qu'elle interviendrait contre toute manifestation interdite. Selon Amnesty International, la police aurait tué plus de 150 manifestants pro-Biafra en 2 ans, un chiffre démenti par le gouvernement nigérian. Voici le visage du mouvement indépendantiste. Nous sommes à Umuahia, autre ville du sud-est. Nnamdi Kanu a récemment été libéré après 18 mois de prison. Son incarcération n'a entamé en rien son combat. Elle l'a même propulsé sur les devants de la scène politique alors qu'il était méconnu. Notre but ultime est la liberté. Le référendum est le chemin que nous avons choisi pour obtenir le Biafra. Il n'y a pas d'alternative. Nous ferons tout pour qu'il y ait un référendum. Face à ces revendications, le vice-président nigérian Yemi Osinbajo, qui assure le pouvoir en l'absence du président Muhammadu Buhari, a exhorté le peuple à ne pas se diviser. Parmi les nations, dit-il, celles qui connaissent la plus grande réussite ne sont pas celles qui se laissent séduire par les sirènes de la sécession. La nouvelle génération de militants pro-Biafra n'a pas connu la guerre. Elle se plaint de la marginalisation des Igbo. Pour cette génération, le Biafra n'est plus un mot honteux. Et le reste de l'actualité en bref et en images. L'Union européenne durcit le ton contre la RDC. Bruxelles a annoncé des sanctions contre 9 personnalités proches du pouvoir. Parmi eux figure Lambert Mende, ministre de la Communication. Les personnes visées ne pourront plus entrer en territoire européen et leurs avoirs en Europe seront gelés. Les États-Unis ont à leur tour placé jeudi sur leur liste noire financière le chef de la garde républicaine, François Olenga. Il est accusé par Washington d'avoir sapé le processus démocratique en RDC. Plusieurs soldats français blessés au Mali, dont un grièvement dans une attaque au mortier contre le camp de l'ONU à Tombouctou. Pendant ce temps, au Niger, 6 soldats nigériens ont été tués lors d'une attaque contre la ville d'Abala, près de la frontière malienne. Au Sénégal, Abdoulaye Wade est candidat aux législatives du mois de juillet. L'ex-président va diriger une coalition de l'opposition nommée Ouattou Sénégal. En français, Sauver le Sénégal. Il est formé par sa famille politique, le PDS, ainsi qu'une quarantaine de partis et d'associations. Un groupe de migrants a été sauvé d'un bateau pneumatique en feu entre le Maroc et l'Espagne. Les forces aériennes portugaises ont détecté l'embarcation en Méditerranée dimanche lors d'une mission de surveillance et les nationalités des rescapés n'ont pas été communiquées. Dans le nord du Maroc, à Al-Hoceima, la ville est vue toujours au rythme des manifestations. Cette semaine, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans des rues de cette ville et du Rif marocain pour demander la libération du leader de la contestation, Nasser Zefsafi. Il a été arrêté lundi pour avoir interrompu le prêche d'un imam. Le point, Salma Bouchafra. Ils étaient plusieurs milliers à envahir les rues du quartier de Sidi Abed, non loin du centre d'Al-Hoceima. À peine le jeûne rompu, ils se sont rassemblés pour manifester, larmes aux yeux et pancarte à la main. Leur revendication, la libération de Nasser Zefsafi, le leader de la contestation, et d'autres militants du mouvement Al-Hirak al-Shabi. Certains manifestants portaient des banderoles proclamant « Libérez les prisonniers ou mettez-nous tous en prison ». Parmi la foule, les parents de Nasser Zefsafi. Tout en pleurs, la mère du leader de la contestation plaide l'innocence de son fils. Mon fils demande des choses légitimes. Il veut un hôpital, du travail pour les gens, l'université. Mon fils est sorti dans la rue pour ses droits et pas pour autre chose. Mais il nous réprime. On va sortir manifester jusqu'à la libération de tous les détenus. Mon fils est innocent, il ne faut pas lui faire porter des accusations. Je suis fière de mon fils. Nasser est un homme et je suis fière de lui. J'ai un grand chagrin de mère, mais je suis fière de lui. Selon un dernier décompte officiel, la police a procédé depuis vendredi à une quarantaine d'arrestations. 25 d'entre elles
ont été déférées devant le parquet. Elles sont accusées d'avoir commis des actes contraires à la loi. Leur procès s'est ouvert hier, mais il a été immédiatement reporté au 6 juin à la demande de leurs avocats. Lors d'un conseil de gouvernement, l'équipe du Premier ministre Saadine Al-Othmani a affirmé sa volonté de répondre aux revendications des citoyens tout en préservant la sécurité. La première rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a eu lieu cette semaine. Le chef du Kremlin a été accueilli au palais de Versailles. L'occasion de relancer le dialogue entre les deux pays après 5 ans de tensions diplomatiques. Olivier Weber. C'est dans le décor somptueux du palais de Versailles que le nouveau président français accueillait son homologue russe. Un palais fermé aux visiteurs pour l'occasion, sécurité oblige. Le lieu n'est pas anodin. C'est un honneur fait par la France à son hôte, une marque de respect malgré les profonds désaccords entre Paris et Moscou. Dans la fastueuse cour du château, une poignée de main chaleureuse entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui ne s'étaient jamais rencontrés. Après la rencontre avec Donald Trump la semaine dernière, donnant lieu à une poignée de main musclée, Emmanuel Macron se mesure cette fois au maître du Kremlin. Les deux chefs d'État ont ensuite gagné un salon pour une réunion petit comité avant un déjeuner, une conférence de presse. Les sujets de discussion étaient nombreux, la Syrie, l'Ukraine, mais aussi la persécution des homosexuels en Tchétchénie avec la bénédiction russe selon Amnesty International. Emmanuel Macron avait averti qu'il ne s'interdirait aucun sujet. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie et ce sur quoi je veux qu'au-delà du travail que nous conduisons dans le cadre de la coalition, nous puissions renforcer notre partenariat avec la Russie. Ensuite, je souhaite que nous puissions organiser une transition démocratique, mais en préservant un État syrien. Je l'ai redit, je considère que dans la région, les États faillis sont une menace pour nos démocraties. Et on l'a vu à chaque fois, ils ont conduit à faire progresser les groupements terroristes. Et donc, mon souhait, c'est que nous puissions là aussi assurer la stabilité, la transition démocratique avec deux volontés profondes que j'ai réaffirmées dans le dialogue que nous avons eu avec le président Poutine. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Cette rencontre était aussi l'occasion d'arrondir les angles après le soutien affiché du Kremlin à Marine Le Pen pendant la campagne et le piratage informatique visant le mouvement d'Emmanuel Macron attribué à des hackers russes. Moscou ne voulait pas de Macron, c'est lui qui est devenu président. Cette première rencontre pourrait fixer le ton de la relation franco-russe pendant les prochaines années. Merci d'être là. On referme ce journal avec une des scènes de danse les plus célèbres de l'histoire du cinéma, John Travolta dans La fièvre du samedi soir. Cette piste de danse et disco avec ses lumières colorées va être mise en vente 40 ans après le film. Prix estimé entre 1 et 1,5 million de dollars. Mesurant 7 mètres sur 5, la piste est équipée de 250 lumières colorées et différentes. Et pour le tournage, elle avait été installée dans une discothèque de Brooklyn qui est aujourd'hui fermée. John Travolta s'était entraîné pendant des mois pour perfectionner sa chorégraphie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez dans le monde à nous regarder, surtout sur DTV au Sénégal. Merci et à très bientôt.